Mesdames et messieurs, c'est en notre qualité d'avocat de l'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et de monsieur Noureddine Bongo, incarcéré à la maison d'arrêt de Libreville depuis plus d'1 an, que nous avons décidé aujourd'hui de prendre la parole en toute indépendance, conscience, honneur, loyauté, délicatesse, modération et dévouement. Ces principes sont les principes essentiels de notre profession. Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour 3 raisons essentielles. La première était de vous indiquer que depuis que nos clients, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, ont été arrêtés et placés en détention préventive, ils n'ont jamais pu communiquer librement avec leurs avocats. J'ai pu les rencontrer 3 fois, furtivement, à la dérobée, pendant quelques minutes, lors des interrogatoires devant le juge d'instruction, dans des conditions exclusives de la nécessaire confidentialité des entretiens entre un avocat et son client, prévus par notre code de procédure pénale. Vous comprenez que toute l'économie du procès équitable est réduite à néant lorsque l'avocat assiste un prévenu présumé innocent sans s'être préalablement entretenu avec son avocat. C'est la première raison. Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont jamais reçu une seule visite de leurs avocats. Ensuite, le deuxième point, depuis que nos clients sont arrêtés, leur droit à la santé a complètement été violé. Le droit à la santé est un droit constitutionnel qui est reconnu à toute personne et à tout détenu. Peut-on admettre qu'une personne détenue soit interrogée par un juge d'instruction ou assistée par son avocat sans que celui-ci ait une parfaite connaissance de son état de santé physique, mentale, de ses facultés intellectuelles à répondre aux questions du juge? Depuis plus d'1 an, nos clients n'ont pas été examinés par un médecin, sauf lorsque monsieur Noureddine Bongo a été victime des coups et blessures volontaires ayant perforé son tympan, le tympan de son oreille gauche. Il en est de même pour madame Sylvia Bongo, qui a été victime de violences physiques. En présence de ces traitements inhumains, cruels et dégradants, des violations des droits de la défense, force est de constater que le droit à la sûreté, à la sécurité de nos clients en détention et des conditions d'un procès équitable ne sont pas garanties, alors que surtout que l'État gabonais est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous dénonçons avec véhémence, avec rigueur, ces pratiques liberticides. Depuis plus d'1 an, nos clients n'ont pas reçu la visite d'un seul membre de leur famille. Or, selon nos lois nationales et selon les lois internationales, toute personne détenue a le droit de mener une vie privée et familiale. Cette vie privée et familiale consiste à recevoir sa famille en détention. Cette entrave à la vie familiale est insupportable pour nos clients. C'est pourquoi nous avons tenu à vous recevoir aujourd'hui
pour dénoncer avec gravité tous ces manquements orchestrés par la justice. Aussi, l'ensemble de ces manquements, des violations graves et renouvelées, contraires à la dignité de l'homme et à l'image du Gabon, et aux conventions internationales ratifiées, signées et ratifiées par le Gabon, nous interpellent et commandent qu'il soit mis fin sans délai. Une procédure est envisagée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie et nous vous tenons à votre disposition pour toutes les questions qui vous intéresseront. Je vous remercie. Première question, maître. Votre intervention du jour intervient au lendemain d'appel à la réconciliation nationale et à la clémence pour sa famille demandée par votre client Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous confirmez l'authenticité de cette lettre et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet appel? Je confirme l'authenticité de la lettre adressée au peuple gabonais par M. Ali Bongo Ondimba. Cette lettre a été écrite par M. Ali Bongo Ondimba. Cette lettre a été signée par M. Ali Bongo Ondimba devant moi. Cette lettre m'a été remise à main propre hier après-midi pour que je la publie dans la presse. Donc, je confirme son authenticité. Par rapport justement à cette lettre, beaucoup s'interrogent sur le fait que le président a recruté un certain nombre de l'ancien président. Il a exprimé son retrait par rapport à la situation en Haïti. Mais sauf que beaucoup regrettent un peu le fait qu'il n'ait pas demandé pardon. Dans la lettre, aucun mot pardon n'est apparu. Aucun mot pardon, réconciliation nationale, regret, mais pas de pardon à l'endroit du peuple gabonais à qui cette lettre est destinée. Il a fait ce qu'on appelle un repentir réparateur. Quelqu'un qui fait acte de contrition, qui reconnaît cet homme et qui dit je m'en vais, je renonce à tout. Mais il n'y a pas meilleur pardon. Lorsque vous faites acte de contrition, lorsque vous renoncez à des avantages, lorsque vous dites, bon, écoutez, moi, l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la patrie, je me retire, je renonce à tout. Je pense que il n'y a pas plus. C'est un grand pardon. C'est un grand pardon entre ceux qui C'est dans mon sac. Mais les gens ont reconnu quand même que ça sort dans la lettre. Mais lorsque dans sa lettre, vous regardez sa lettre, que vous la lisez attentivement, il vous dit qu'il a des regrets. Est-ce qu'il faut forcément utiliser le mot pardon pour que les Gabonais ressentent que le président s'est amendé? Lorsque vous dites qu'il a des regrets de n'avoir pas pu faire certaines choses pour les Gabonais, le mot regret veut dire pardon. Est-ce que c'est le mot qui vous aime, ce mot que vous vouliez voir dans sa lettre? C'est une lettre en réalité. Ce mot ne se dit pas par écrit, se dit verbalement. Et c'est raffiné de dire regret. Je crois que le mot regret est plus important que le mot pardon. Est-ce qu'il y a un lien entre cette lettre à travers laquelle M. Bongo fait son retrait ou manifeste son retrait de la scène politique et sa volonté de voir sa femme et son fils retrouver la liberté? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce qu'on a l'impression que la lettre est motivée par le fait qu'il défend sa famille et il veut absolument, il condamne un peu, il dit qu'il ne voit pas ça. En fait, on a l'impression que... Est-ce que c'est une condition sournoise? Là-dessus, ce qu'on pourrait vous dire, puisque la conférence intervient dans la continuation de cette lettre, c'est une sorte de continuation de la lettre, il faudrait se dire que Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo sont détenus dans un contexte particulier, dans le contexte qui a suivi
la chute du régime. Et donc, on comprend qu'après la longue durée de la famille Bongo au pouvoir, que la fin du régime ait suscité une certaine émotion. Le président, l'ancien président de la République, M. Ali Bongo, écrit dans un contexte où, de façon implicite, il dit à l'ensemble des Gabonais, mais aussi à la classe politique gabonaise et aux dirigeants actuels, qu'il est nécessaire que l'on puisse revenir à la raison. Donc il faudrait bien que le temps de la passion et des émotions soit passé et qu'on revienne à la rationalité pour remettre les choses en perspective et pouvoir en tirer les bonnes conséquences. Le regard que pourrait porter quelqu'un comme moi qui vient de l'étranger sur la situation du Gabon et en particulier la situation de nos clients, Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo, le regard qu'on pourrait porter dessus, c'est celui d'une culpabilité insinuée. On insinue que nos clients sont coupables, alors que le droit voudrait qu'ils soient innocents parce qu'il y a la présomption d'innocence. Mais ici, de quelle culpabilité parle-t-on? Il s'agit d'une culpabilité du délit de patronyme. Il ne s'appellerait pas Bongo, certainement qu'il ne serait pas dans la situation dans laquelle il se trouve. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Omar Bongo, pour son cas, est resté à la tête de l'État du Gabon pendant 42 ans. Bien entendu qu'on pourrait, sans risque de se tromper, ou encore à tort ou à raison, soutenir que l'idéal démocratique, le rêve de l'idéal démocratique a pu être brisé dans ce pays. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas que cet idéal, il y avait beaucoup d'autres choses à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je voudrais vous parler d'un homme politique français qui a toujours retenu l'attention dans les milieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il s'appelle Talleyrand. Talleyrand disait: quand je me regarde, je m'inquiète. Et quand je me compare, je me rassure. Le peuple gabonais se regardait du temps du président Bongo et se regarde peut-être encore aujourd'hui. N'est-il pas temps qu'il commence aussi à se comparer, à comparer son sort sous les différents régimes et les sorts des autres peuples à travers l'Afrique et à travers le monde? Il y a eu un président au Cambodge du nom de Pol Pot, un premier ministre, mais il cumulait les fonctions. Il est resté au pouvoir pendant 3 ans. À la fin de son mandat, il y avait eu près d'1,8 million morts du fait de sa politique. 20% de la population du Cambodge. 3 ans de pouvoir. Après 42 ans de pouvoir du président Omar Bongo au Gabon, est-ce que les Gabonais peuvent soutenir qu'ils auraient été traités à la même enseigne que les Cambodgiens? Lorsque vous prenez le cas particulier du président Ali Bongo en son temps, 14 ans, presque 13 ans au pouvoir. Il y a 1 an, le président Ali Bongo a cessé d'exercer ses fonctions, mais à la fin de son régime, on n'a pas vu des milliers de Gabonais sortir de prison de son fait. On n'a pas découvert des charniers à gauche et à droite. Et pourtant, sur ce même continent, en Afrique, il y a des gens qui font pire. Prenez le cas d'Hissène Habré au Tchad. 8 ans de pouvoir, 40 000 morts. 40 000 morts. Donc, si vous prenez 42 ans de pouvoir du président Omar Bongo et 3 ans de pouvoir de Pol Pot, qui a tué 20% de sa population, je ne suis pas en train de soutenir qu'on pourrait faire la comptabilité des morts et passer l'éponge. Non, une vie est une vie et elle n'a pas d'équivalence. La vie est sacrée. Mais toujours est-il qu'il est temps pour les Gabonais, non pas seulement de se regarder pour s'inquiéter,
mais aussi se comparer et peut-être qu'il pourrait à ce moment se rassurer parce que sur ce continent africain, prenons le cas particulier de l'Afrique centrale, c'est sous les Bongo que les Gabonais ont toujours eu les meilleurs salaires d'Afrique centrale. C'est sous les Bongo que les Gabonais n'ont pas connu des retards de salaire accumulés. Et les Gabonais ont toujours été enviés par les autres peuples d'Afrique centrale, mais ce n'était pas un accident de l'histoire. Lorsque vous êtes dans l'exercice du pouvoir suprême de l'État, vous êtes entouré des personnes qui peuvent vous inciter à révéler tous vos vices. Il vous faut beaucoup de force intérieure, de caractère pour résister à tous ceux qui vous conseillent d'emprunter la mauvaise voie. Pendant plus de 42 ans, le président Omar Bongo a résisté à la tentation de l'abus excessif du pouvoir, de la maltraitance excessive de son peuple. Pendant plus de 14 ans, le président Ali Bongo a résisté à la tentation de céder aux vices humains. On ne peut pas savoir ce que ces hommes ressentaient dans l'exercice du pouvoir tant qu'on n'est pas dans leurs chaussures. Mais ces gens ont, d'une certaine façon, en tout cas mieux que d'autres peuples en Afrique centrale et en Afrique, protégé les Gabonais de certains excès. Si on en vient au cas de nos clients, Madame Sylvia Bongo, de quoi cette femme est-elle coupable, sinon de porter le nom qu'elle porte? Il court dans la rue que cette femme avait tous les pouvoirs du Gabon. C'est une supputation, puisque la vérité des faits montre que les pouvoirs effectifs de l'État étaient détenus par des personnes qui avaient des fonctions officielles. Il y avait un premier ministre au Gabon, il y avait des ministres au Gabon, il y avait des directeurs généraux, il y avait un chef d'état-major général, il y avait un directeur général de la police, il y avait des gens qui détenaient les pouvoirs. Donc, il n'existe aucune preuve nulle part de ce que Madame Sylvia Bongo était titulaire de quelque pouvoir que ce soit. Elle était l'épouse du chef de l'État. Naturellement que dans cette position, elle aurait pu exercer quelque influence dans la marche des affaires de l'État. Mais pourquoi s'en prendrait-on à une personne qui n'avait qu'une simple influence en laissant de côté ceux qui avaient les vrais pouvoirs de l'État? C'est pourquoi je disais d'entrée de jeu que nos clients sont coupables du délit de patronyme. Ils ne porteraient pas le nom qu'ils portent et il n'y aurait pas de confusion sur ce qui est attribué à ces personnes. Ça veut dire que le temps du bilan a pesé au-delà des passions n'ayant pas encore été fait, on continue à faire porter sur la famille Bongo une certaine chape consistant à leur faire porter tous les péchés possibles. Donc, cette dame, aujourd'hui, se trouve dans une situation pour laquelle il faudrait rappeler qu'il y a eu une rupture d'un code moral. Je vous parle d'un code qui est apparu depuis la dernière vague des coups d'État en Afrique, consistant en ce que ceux qui accèdent au pouvoir par cette voie épargnent systématiquement la famille de l'ancien président de la République. C'est ce qu'on a vu au Burkina Faso. C'est ce qu'on a vu au Mali. C'est ce qu'on a observé en Guinée. Et de façon exceptionnelle, au Niger, il n'y a aucune poursuite contre la famille de l'ancien chef de l'État. Son épouse est restée à ses côtés volontairement. Aujourd'hui, il y a des poursuites contre l'ancien chef de l'État, mais son épouse est épargnée. Son fils est à ses côtés, mais volontairement. Ça veut dire que dans cette dernière phase des coups d'État en Afrique, où les auteurs de ces actions ont adopté un code moral, le Gabon fait exception à ce code moral. Le Gabon est le premier dans la liste à prendre pour cible
la famille de l'ancien chef de l'État pour des faits non avérés. Le temps de la discussion viendra, le temps du débat juridique des faits reprochés viendra éventuellement, mais aujourd'hui, dans la foulée de la lettre de l'ancien président de la République, M. Ali Bongo, qui appelle à l'apaisement et au dépassement, dans cette foulée, nous en appelons au respect du code moral qui aujourd'hui existe dans les milieux africains, qui ferait que le président, son excellence, monsieur le président de la République, le général Oligui Nguema, excusez-moi, son excellence Oligui Nguema, président de la République aujourd'hui, prendra sur lui le fait qu'il est désormais le chef de l'État au Gabon et il n'y en a pas un autre. Il n'a plus rien à prouver à personne. Donc, il peut prendre sur lui de montrer la générosité qu'il montre à l'endroit du président, de l'ancien président, M. Ali Bongo, et tendre cette générosité à sa famille pour qu'elle soit complète et sincère. Je suis Charles Stéphane Maroui, journaliste correspondant de la BBC. Cette lettre publiée par Ali Bongo aurait-elle une incidence pour la suite des affaires judiciaires? A-t-elle un intérêt particulier dans le cadre des affaires pour lesquelles il se retrouve isolé? Je vais prendre la parole, vous me connaissez tous. Vous me connaissez tous. Si nous sommes là, ce n'est pas pour défendre. Je crois que vous me suivez. Oui, je vous suis là, oui. Si nous sommes là, ce n'est pas pour défendre une cause. Nous attendons, s'il y a procès, le procès. Mais nous sommes là pour nous plaindre, en même temps dénoncer. Vous savez, ma consoeur, maître Gisèle, s'est longuement exprimée sur la détention de nos clients, sans aborder les faits. Parce que la loi, vous savez qu'il y a l'instruction, la loi nous interdit de violer le secret d'instruction et également la loi, le règlement intérieur des avocats en son article 96 nous interdit d'aller en profondeur. Si nous sommes là pour que vous tous avec nous, nous posions certaines questions. Trouvez-vous normal? Maître Gisèle l'a dit. Que nos clients, détenus à la maison d'arrêt depuis presque une année, pas de visite médicale, pas de visite de leurs avocats, non pas du fait de leurs avocats, alors que le code de procédure pénale est clair là-dessus. Il suffit de recevoir, de demander, de se présenter devant le juge d'instruction et il vous donne un permis de visite. Une année. Une année. N'est-ce pas une sorte de torture? Nous n'abordons pas les faits. Vous demandez à ce que, par rapport à la lettre que le président de la République, je ne dirais pas ex-président de la République, il a toujours son titre de président de la République, même s'il ne l'exerce pas. Parce que il y a un autre président de la République, peu importe comment il est devenu président de la République, c'est pas notre, nous ne faisons pas de la politique.
Nous ne faisons pas de la politique. Nous attendons le moment venu, les élections, pour savoir qui est réellement le président de la République en droit. Je ne fais pas de la politique. En droit. Mais ce qui est intéressant pour chacun de vous, pour le peuple gabonais, enfin, votre président de la République, Ali Bongo Ondimba, que vous applaudissiez à l'époque, vous tous, s'est exprimé. Vous voulez qu'il demande pardon, il va demander pardon. De quelle façon? Il s'est exprimé, il s'est adressé à son peuple pour dire qu'il ne s'intéresse plus à la politique. Ce qui sous-entend implicitement qu'il accepte que le nouveau président de la République, c'est lui le président de la République. Il accepte cela, donc il n'y a pas de débat. Cependant, il pense à son peuple. Il demande pardon. Il a dit, vous avez eu la lettre. À sa façon. Il demande pardon sans oublier également le bien qu'il a fait à son peuple. Mais je dirais, quelle humilité. Nous tous nous connaissons le président Ali Bongo Ondimba. Quelle humilité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il vienne, qu'il s'agenouille. Il s'est exprimé. Il a parlé à son peuple. Et il a promis qu'il ne s'intéresse plus aux politiques. Et il demande pardon. Je crois que nous tous nous sommes satisfaits. Et nous allons certainement aborder d'autres questions, si possible, par rapport à la question qui a été posée. Je crois que nous tous nous avons répondu. Et s'il y a d'autres questions... Cet instant, ont-ils encore le risque d'être présentés devant le tribunal? Je pense que, s'il vous plaît, Il va... nous tenons à préciser ça, inélitis. Nous tenons à préciser. Le fait que j'ai du travail, là, vous aussi, là. Moi, je ne suis pas journaliste, hein. À votre attention, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les journalistes, nous tenons à préciser que la présente conférence de presse s'interdit d'aborder les faits ou les poursuites dont nos clients sont objets. Nous ne sommes pas ici pour toucher, examiner les faits. Nous réservons l'exclusivité, l'examen des 10 faits et du droit qui se colle au magistrat instructeur. Vous le savez mieux que moi, qu'il y a le secret d'instruction. Une affaire aussi sensible, nous ne pouvons pas la publier à l'insu du magistrat instructeur. Donc, nous ne sommes pas venus ici cet après-midi en tant qu'avocats chargés de défendre nos clients par rapport aux faits pour lesquels ils sont poursuivis. Nous sommes venus ce matin, cet après-midi, avec le manteau, le seul manteau des défenseurs des droits de l'homme. L'avocat ne saurait rester indifférent ou insensible lorsqu'il est en présence des traitements dégradants. Lorsqu'il est en présence des cas, d'un cas ou des cas qui portent atteinte à la dignité humaine, l'avocat ne doit pas se taire. En cas vous ne les voyez pas, que savez-vous de leurs conditions de détention? Où est-ce que Mme Sylvia Bongo est détenue? Est-ce qu'il y a des aménagements pour elle qui était première dame de ce pays? Ça, s'il vous plaît, mais le fait de sevrer une mère de famille de toute relation, de tout rapport
avec ses enfants, ses petits-enfants, son époux. Mais c'est déjà une maltraitance. Une maltraitance psychologique. Une torture morale. S'il vous plaît. Oui, c'est une torture. C'est une torture. Alors donc, nous estimons que aujourd'hui, Madame Sylvia, elle souffre en prison avec son fils Noureddin. On vous a parlé tout à l'heure des tympans percés à la suite des traitements dégradants. Un tympan percé. Mais la prison, mais je ne sais pas. Lorsqu'on va à la prison centrale de l'île, je n'ai pas vu écrit à l'entrée de la prison centrale de l'île que ici, les droits de l'homme s'arrêtent à la porte de cette prison. Mais non, mais au contraire, à l'intérieur de la prison, un état de droit, c'est l'occasion, c'est à l'intérieur que l'on doit célébrer l'état de droit. Parce qu'un état qui s'occupe de ses prisonniers, qui leur inflige un traitement humain, un traitement adéquat avec les libertés fondamentales, mais ça fait la publicité de l'État. On va dire qu'au Gabon, le Gabon est un État où les prisonniers sont bien traités. C'est un État de droit. Mais lorsque vous maltraitez les prisonniers, lorsque vous les traitez comme des rats pestiférés, mais l'État prend un coup au niveau de sa renommée. L'État prend un coup au niveau de sa réputation. L'État dégringole dans le concert des nations. Donc, moi j'estime que l'ancien président Ali Bongo a fait preuve de sagesse. Il a fait preuve de sagesse. Ça, je vous le dis, il a fait acte, il a renoncé à tout. La renonciation comporte quoi? La renonciation est chargée. Dans la renonciation, il y a l'acte. Il y a l'acte de charité. Il y a l'acte de pardon. Il y a l'acte même d'oubli. On oublie tout. Alors, qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut que M. Ali Bongo fasse? Quoi, on lui exige un pardon humiliant. En fait, c'est peut-être ce que vous voulez. Un pardon humiliant. Mais non, je pense que M. Ali Bongo a ouvert la voie de la pacification, la voie de la calmie. Je pense que c'est fini. S'il y avait des appréhensions, par rapport à sa personne, je pense que ces appréhensions ne sont plus d'actualité. Les appréhensions qu'on pouvait avoir vis-à-vis de M. Ali Bongo, ces appréhensions ont disparu. Il n'a même pas démissionné. Il a renoncé. S'il vous plaît, pesez les mots. M. Ali Bongo n'a même pas démissionné. Il a renoncé. Parce que dans la démission, on peut revenir sur une démission. On peut refuser même une démission. Mais dans la renonciation, c'est définitif. Pesons le poids des mots. Il renonce, il vous dit, bon, moi c'est fini. Mettez la croix sur moi. C'est fini. Mon intérêt, c'est que le Gabon avance. Et libérer ma famille. Mais mon souhait, ma prière est que ma femme, mes enfants, qu'ils savourent la liberté. Oui, je suis le seul responsable. Vous avez vu la sagesse de M. Ali.
le courage de ce monsieur. Il dit non, je suis le seul responsable. Il a blanchi tout le monde, y compris tous les courtisans d'hier, qui sont aujourd'hui devenus les courtisans du nouveau président. Il a dit, je suis le seul responsable, j'assume. Et je renonce. S'il vous plaît, qu'on lui accorde ce qu'il demande. Le droit à avoir une famille, le droit à avoir une famille, une famille libre. C'est ça. Monsieur Ali Bongo veut discuter avec sa femme. Il veut discuter avec ses enfants. C'est tout ce qu'il réclame. Maître, une autre question. La conférence de presse est en direct. Nous regardons les commentaires. Il y en a qui disent que Maître Mumbembe, à votre côté, a longtemps plaidé pour certains anciens détenus d'une certaine époque qui réclamaient les mêmes choses, mais qui n'ont pas aussi obtenu les faveurs de l'époque. Ils disent que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont fait aux autres. Il est important de rappeler, parce que j'ai vécu cette époque, je sais de qui vous voulez parler. Jamais, et je dis bien jamais, sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, un détenu a été privé de voir son avocat. Jamais, sous le règne d'Ali Bongo, un détenu a été privé de voir son médecin. Jamais, sous le règne d'Ali Bongo, un détenu a été privé de manger ce qu'il voulait. Jamais, sous Ali Bongo, un détenu n'a été privé de ses devoirs, de ses, de ses droits élémentaires prévus par le Code de procédure pénale, prévus par les traités internationaux. Et ça, je peux vous le dire, et Maître Mumbembe, qui a défendu ces personnes à l'époque, n'a jamais été privé de rencontrer ses clients qui ont été libérés aujourd'hui par le général. Jamais ces clients n'ont été privés de voir ses avocats. Jamais ces clients n'ont été privés de voir leurs médecins. Jamais et au grand jamais. Or, aujourd'hui, comme l'a dit mon excellent confrère qui revient du Congo, que sous le règne de tous ces coups d'État, Du Congo-Brazzaville, hein, parce qu'il y a deux Congos. de tous ces coups d'État, on ne s'est jamais pris, on s'est jamais pris à la famille du président. Or, aujourd'hui, on s'en prend à Sylvia, qui était la première dame du Gabon, qui n'avait aucun pouvoir. Et que même M. Noureddine Bongo, qui est aujourd'hui mis aux arrêts par le nouveau système, n'était plus en poste depuis 2 ans. Et qu'il avait démissionné volontairement parce qu'il se rendait bien compte que ce pays était presque ingouvernable. Et nous le voyons aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé cette conférence de presse, nous n'avons pas d'électricité. Et jamais, depuis que je suis dans ce cabinet, ça fait 20 ans, je n'ai jamais eu de coupure d'électricité. Je dis bien jamais. Donc, il faudrait que nous soyons nuancés dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville. Qu'on les libère. La lettre de monsieur Ali Bongo Ondimba, son excellence Ali Bongo Ondimba, est claire. Il dit qu'il est le seul responsable. Et il voudrait que sa famille le retrouve chez lui en résidence surveillée, comme on dit. Même si j'aime pas beaucoup ce terme, qui n'est pas un terme juridique. Mais qu'on les libère et qu'ils rentrent chez lui, ça n'empêchera pas le juge d'instruction de poursuivre son instruction. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en liberté provisoire, ou en liberté, ou assis en résidence, depuis qu'il y a eu ce coup d'État, et leur dossier se poursuit. Pourquoi garder mes clients en otage? C'est le cri et c'est l'appel de M. Ali Bongo Ondimba. La justice et puis la justice républicaine ne rime pas avec la rancœur, avec les règlements de compte, avec la vengeance. S'il vous plaît. Ne cultivons pas la vengeance.
La vengeance, voyez-vous, c'est un maquillage. C'est un maquillage qui enlaidit. La vengeance, c'est un maquillage qui enlaidit la justice. Une justice qui repose sur la vengeance n'en est pas une. Et d'autre part, chers confrères, pour abonder dans votre sens, nous sommes venus ici en empruntant la sagesse de M. Ali Bongo. Lui-même, il reconnaît avoir gouverné ce pays pendant 7 multiplié par 2, 14 ans. Nous tous ici, jusqu'à la dernière minute, même vous, les journalistes, vous étiez là pendant 14 ans en train d'applaudir M. Ali Bongo. Aujourd'hui, les militaires ont pris le pouvoir pour les raisons qui leur sont propres. Nous ne contestons pas les militaires. Nous sommes venus ici non pas pour faire de la politique. Il faut que chacun de nous retienne cela. Nous sommes ici surtout parce que nous ne comprenons pas. Voilà à peu près combien d'années je suis avocat, j'oublie, je vieillis, 25 ans, 26 ans, ou bien plus, 35 ans. Hein? Vous les journalistes, vous êtes habitués avec moi. 35 ans. Maître Eyu l'a dit. Nous avons appris dans une république un seul principe. Il y a eu d'autres, notamment la séparation des pouvoirs. Vous n'avez pas constaté que depuis, nous ne parlons que de la justice. Nous ne parlons pas du pouvoir exécutif. Parce qu'on nous a appris, des années, là je suis docteur en droit, on m'a appris ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Et je suis étonné, en tant qu'avocat, que les juges qui ont l'habitude de gérer toutes ces questions-là n'arrivent pas à délivrer des permis aux avocats. Cela me dépasse. Et nous sommes obligés de nous poser une seule question. Est-ce que les juges sont manipulés, permettez-moi de le dire, mais par qui? Qui commande l'action des juges? Parce que ça m'étonne. Je ne connais pas tous les juges du tribunal de Libreville, mais je sens que ce sont des gens honnêtes. Je connais les juges depuis 35 ans. Il y a des nouveaux. Mais cela me surprend. Parce que nous, pour aller voir nos clients, il nous faut obtenir un permis de visite. Il faut que les parents reçoivent, que leur soit délivré des permis de visite. Voilà plus d'un an. Est-ce que de vous, ça arrive à nos clients? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, les journalistes? Votre travail est de faire quoi? De sensibiliser les pouvoirs publics qui dirigent la conscience des magistrats. Je suis très surpris. Les règles de droit sont violées. À un moment donné, même, j'avais décidé, c'est maître Gisèle qui m'a calmé. Je voulais déposer ma lettre de on a parlé de démission, comme maître Bang l'a dit, ma lettre de démission, ne peut être avocat. Maître Gisèle m'a parlé. C'est ma cadette, c'est vrai. Elle m'a dit, mais si tu pars, nous les jeunes,
elle est longtemps avocate, mais dans sa simplicité, elle veut toujours apprendre de nous les aînés. Et nous aussi apprendre d'elle, notamment de son courage. De son courage. Trouvez-vous normal pendant une année, elle était toute seule. Elle était toute seule pour se battre. C'est une femme, c'est vrai, mais une femme courageuse. Jusqu'aujourd'hui, les portes de la maison d'arrêt sont fermées. Nous sommes prêts. Et c'est la promesse que je vous fais. Nous allons lancer une procédure contre les pouvoirs publics. Nous faisons notre travail d'avocat. Et je donne ma parole. Si je ne le fais pas, je viendrai ici, je vous convoquerai, entre guillemets, je vous appellerai, je vous donnerai ma robe d'avocat. Je vous le dis. Parce que nous ne le supportons plus. Nous avons prêté serment pour défendre nos clients, leur liberté sans violer. Et je considère que c'est une violence morale surtout. Nous ne savons pas pourquoi ils cachent quoi. Que deviennent-ils nos clients physiquement? Qu'on nous laisse aller les voir. Qu'on nous laisse aller les voir. Et nous vous tiendrons informés. Et vous avez constaté, mon confrère, mon aîné confrère, Maître Mbaondo, qui est mon aîné confrère, mais qui est mon jeune frère. Parce que il est mon jeune frère. Je fais bien la différence. Il vous a expliqué. Est-ce que c'est normal que des gens qui sont nés d'une mère et d'un père soient... Mais qu'on les juge, pourquoi ont-ils peur de les juger? Et nous tous, nous serions au tribunal. Si on estime que ce sont des criminels, qu'on les passe devant la cour criminelle, nous irions. Nous ne savons même pas l'évolution du dossier. Est-ce que c'est normal? L'évolution du dossier, on ne sait pas. C'est pourquoi nous vous demandons, vous les journalistes, des hommes intègres, des hommes libres. J'aurais bien voulu dire, même vous supplier, en me faisant tout petit comme Ali Bongo Ondimba vient de le faire. Nous représentons Ali Bongo devant vous aujourd'hui. Je vous demande à quoi ça sert cette conférence de presse. Si vous, les journalistes, vous ne vous levez pas, vous ne clamez pas fort l'état de droit, nous vous attendons. Vous êtes venus, on peut vous remercier, vous poser des questions. Mais qu'est-ce que vous attendez? Faites l'histoire. Écrivez l'histoire juridico-judiciaire de notre République. Vous êtes très intelligents. J'espère que vous avez entendu le cri d'alarme, pas de nous les avocats, de monsieur Ali Bongo Ondimba, mais je précise, pour le Conseil de l'ordre et pour le bâtonnier, que nous sommes conscients de l'exercice de l'article 96 de notre règlement intérieur. Il faut que je vous lise cela quand même avant de me taire. Sauf accord préalable et écrit du bâtonnier, l'avocat ne peut remettre des communiqués ou faire des déclarations à la presse concernant les faits ou les poursuivre dont son client est l'objet, ou pour redresser les contre-vérités qui se seraient
répandu dans l'opinion. Cet article-là a été créé pour empêcher Maître Moumbembe de s'exprimer ce temps-là. Parce que j'intervenais, donc le bâtonnier de l'époque et le conseil de l'époque avaient pris cette stipulation du règlement intérieur. Mais c'est pourquoi vous avez constaté que mes confrères n'ont pas cessé de préciser que nous n'aborderons pas les faits, nous ne sommes pas là pour plaider, nous ne sommes pas là pour vous livrer le secret d'instruction. Si ce n'est pas le bâtonnier ou le conseil de l'ordre qui peuvent nous poursuivre pour faute disciplinaire, mais au moins le juge d'instruction pourra le faire pour violation du secret d'instruction. Donc, nous avons pris notre temps, c'est pour faire plaisir également à mon jeune frère journaliste brillant, Yves Ngoma, de RFI. Maître, est-ce que vous avez demandé la liberté provisoire de votre client? Est-ce qu'il y a des preuves? Elle pourra répondre. Oui, bien, hein? Nous avons, je pense... Maman, Maître Maodo, il y a le micro ici. Maître Maodo, vas-y. Le micro. Je vous prie de venir. Me donner à Maître Maodo. C'est toi qui parles. C'est sur la dernière question qui... Et je reviens sur la question de la direction morale du pays, dont j'avais parlé dans ma première intervention, en insistant sur le respect du code moral inédit et non écrit qui existe aujourd'hui en Afrique chez toutes les personnes qui accèdent au pouvoir dans les conditions que nous connaissons. Je voudrais, dans ce contexte-là, vous parler de la ressemblance entre le Zimbabwe et le Gabon, toute proportion gardée. Au Zimbabwe, la première dame de l'époque, l'épouse du président Mugabe, l'on la considérait comme la personne au centre des pouvoirs réels de l'État, donc l'incarnation des vrais pouvoirs. C'est d'ailleurs à cause d'elle que son époux a été déposé. Mais les auteurs de ce coup d'État, même prenant cela en considération, avaient tenu compte de l'âge de l'ancien président Mugabe, de sa situation de santé, et aussi, malgré ce qu'on pouvait reprocher à son épouse, l'on est passé on a fait le choix de l'avenir plutôt que du passé. Donc, les nouvelles autorités du Zimbabwe n'ont pas retenu de charge contre l'ancienne première dame, ne lui ont pas imposé des supplices, des conditions de vie inhumaines ou quoi que ce soit, mais ils ont privilégié l'intérêt national et ils sont allés de l'avant. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a carrément eu une guerre pour que le président Ouattara arrive au pouvoir. Mais lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir, Simone Gbagbo, que l'on a longtemps considérée comme l'instigatrice de la résistance du pouvoir déchu, comme la personne, on la prenait même pour le faucon au sein du régime. Qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Quand il a envoyé Laurent Gbagbo à La Haye, Simone Gbagbo est restée en Côte d'Ivoire. Il a épargné Simone Gbagbo. Elle a été installée dans une résidence où elle avait les conditions d'une ancienne première dame. C'est dans ces conditions qu'elle a vécu jusqu'à ce qu'elle a retrouvé sa pleine et entière liberté. Et donc, il existe aujourd'hui un code moral non écrit, mais que l'on respecte presque partout. Souvenez-vous qu'à l'époque
lorsqu'il y avait un coup d'État, on assassinait le président du moment. Celui qui est le détenteur du pouvoir était assassiné. Et puis, on a abandonné cette doctrine de la violence meurtrière pour accéder au pouvoir. Elle a été abandonnée. Et on a aussi abandonné la méthode consistant à s'en prendre aux proches, amis et parents de l'ancien président. Le Gabon est aujourd'hui dans une voie particulière. Le Gabon est un pays qui aujourd'hui est dans une pratique unique dans toute l'Afrique, où vous avez une première dame qui se retrouve dans les conditions que nous vous décrivons. Ça veut dire qu'elle n'a aucun accès humain. Aucun accès humain. Ça veut dire qu'on vous réduit l'individu à l'étape de la bestialité. Vous ne parlez à personne. Vous n'avez que vous-même à qui parler. Les murs de la prison. C'est la situation dans laquelle se trouve Madame Sylvia Bongo aujourd'hui et son fils, Monsieur Noureddine Bongo. Et ces conditions sont inadmissibles. Je rappelais que son Excellence, Monsieur le Président Olingi Nguema, est actuellement le chef de l'État et il n'y en a pas un autre. Mon confrère a rappelé que le président Ali Bongo, dans la position qui est la sienne, a adressé une correspondance à la nation dans laquelle il renonce à tout. Et la renonciation comprend la démission. Elle est sous-entendue dans la renonciation. Vous avez vu le blocage de la situation au Niger. Pourquoi il y a eu ce blocage? Parce que l'ancien président de la République, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a jamais démissionné, n'a jamais renoncé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, Ali Bongo a renoncé. Au-delà du code moral dont je suis en train de parler, mais il faudrait aussi parler des valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes des Bantous. Dans un pays, il y a le droit, certainement, il y a des principes aussi, mais il y a des valeurs. Et l'humanité fait partie de nos valeurs. Quand on dit Bantou, dans nos langues vernaculaires et véhiculaires, Bantou, c'est la personne. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est un Bantou, il a le Kimuntu. Mais lorsque vous n'avez pas le Kimuntu, que Mandela en Afrique du Sud appelait l'Umbuntu, et pour Mandela, il est allé très loin dans le Ubuntu, donc dans cet esprit d'humanité. Il est allé beaucoup plus loin. Le régime d'apartheid qui avait commis tous les crimes possibles et imaginables en Afrique du Sud, Mandela a dit à la majorité noire, regardez devant vous, allons de l'avant, le passé appartient au passé, nous devons créer ensemble la nation arc-en-ciel. Ça a été le choix politique de Mandela et ça a été son meilleur legs, non pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour tous nos pays. Et donc cette dimension morale, aujourd'hui au Gabon, est en train d'être sacrifiée. Le président de la République actuelle est définitivement entré dans l'histoire en tant que président de la République qui n'a plus rien à prouver à personne. Dans les valeurs bantoues, on ne s'en prend pas aux femmes. Dans les valeurs bantoues, la femme n'est pas un adversaire parce qu'avec la femme, on ne peut que construire. Elle est la mère. On ne peut que construire. On ne s'en prend pas à elle. Le président Ali Bongo aujourd'hui est un homme, nous le savons tous, comme ça peut arriver à chacun de nous, il est diminué par la maladie. Mais un homme dans cette condition, que peut-il souhaiter de mieux que d'avoir son épouse, d'avoir sa famille autour de lui, sa femme et son enfant? On ne donne pas des coups à un homme à terre, ce sont les valeurs qui sont les nôtres. D'un point de vue moral, on ne combat pas un homme à terre, on ne s'en prend pas à une femme. Le président Ali Bongo, dans son recueillement par rapport au pouvoir, a adressé un message clair
à la nation, à toute la classe politique, et ce message devrait être entendu. Donc, en attendant le moment où nous le souhaitons vivement, que l'actuel chef de l'État, son Excellence, M. Olingi Nguema, se hissera à la hauteur du pardon qui accompagne le magistère de la fonction qui est la sienne, en attendant qu'il en arrive là pour élargir sa générosité, ses largesses et son pardon à l'ancienne première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo, et son fils, Monsieur Noureddine Bongo. En attendant que le président en arrive là, nous souhaitons que le minimum de droits qui sont inaliénables et inséparables de la personne humaine, que ce minimum-là soit respecté. Si le président prendra sa décision dans une semaine, mais dans cette semaine, que Madame Sylvia Bongo et son fils, Monsieur Noureddine Bongo, puissent avoir des droits, que leurs droits humains soient respectés, qu'ils reçoivent la visite de leurs avocats, qu'ils reçoivent la visite des parents, que la procédure soit régulière du point de vue du droit. Nous n'avons pas peur de discuter le droit le moment venu. Là, nous parlons des éléments qui sont dans les alentours. Le droit en lui-même, quand il faudra discuter du bien fondé, des charges qui sont retenues contre nos clients et de la procédure qui est conduite à leur égard, quand ce moment-là viendra, nous ferons ce qui sera nécessaire. Mais pour l'instant, nous restons et nous insistons sur la dimension morale que doit avoir ce pays. Un pays ne peut pas se gouverner seulement par des lois, par des actes, des actions. Il se gouverne aussi par des valeurs. Lorsque vous avez perdu la direction morale dans un pays, vous naviguez à vue. C'est comme perdre une boussole. Nous avons un client qui a eu la malchance. Qui a eu la malchance d'être attaqué publiquement par le président de la République. Il s'agit de Noureddine. Vous vous rappelez, le président de la République a tenu des propos pédagogiques à ses soldats à la présidence, où il disait que M. Noureddine m'a manqué de respect devant mes éléments. Vous voyez, cette phrase a été dénaturée par certains agents de la justice, surtout de la sécurité pénitentiaire. Parce que lorsque le président dit que ce monsieur m'a manqué de respect, mais certains agents par pur zèle ou par calcul de carrière, on dit, bah, écoutez, toi Noureddine, on va transformer ta vie en cauchemar ici en prison. Parce que le président a dit, parce qu'ils ont dénaturé ce que le président a dit. Le président ne leur a pas dit de torturer Noureddine. Le président n'a fait que rappeler un fait, une vérité, que Noureddine lui a manqué de respect. Mais le président ne leur a pas dit, bon, écoutez, ce monsieur, tabassez-le, torturez-le. Jusqu'à gaspiller son tympan. Jusqu'à aujourd'hui, son tympan gauche est bousillé. Mais je me dis que c'est l'œuvre de brebis galeuse. Parce que je sais que le patron de la sécurité pénitentiaire, c'était un homme brillant, un homme compétent, qui ne se rappelle pas, dans les années 90, le nom d'un policier appelé Effayon. Effayon fut le meilleur policier, je pense, gabonais de la BAC, brigade anticriminalité, dans les années 90. Il n'y avait pas meilleur traqueur de bandits, de délinquants.
Mais que faillons. Donc c'est un monsieur, l'homme qui traite des bandits. C'était un homme qui aime le peuple, qui aime les habitants, qui protège les habitants. Donc, je suis rassuré que monsieur Effayon, il dirige avec professionnalisme et humanité la prison centrale. Mais il y a toujours des brebis galeuses. Donc, je lance un message au général Effayon à convier ses agents à respecter, les détenus. Je convie le chef de l'État, son Excellence, Brice-Clotaire Oligui Nguema, à dire que non, vous avez mal interprété mes propos. Je ne vous ai pas dit de torturer. Non. En disant, mes propos n'étaient pas une invite à torturer ce monsieur. Ce n'était pas une licence à vous donner pour le torturer. Donc, nous sommes en période de transition. En période de transition, fumons le calumet de la paix. Fumons le calumet de la paix en période de transition. N'allons plus fouiller les poubelles. Ne fouillons plus les poubelles. S'il vous plaît. Ne fouillons plus les poubelles. Regardons l'avenir avec sérénité, avec confiance. Voyez-vous, je remercie Ali Bongo parce que Ali Bongo a dit, écoutez, moi, pour que les choses avancent, moi, je vais mettre dans le paquet toutes les concessions possibles. Moi, je renonce à tout. Je ne constituerai plus un quelconque blocage. Ni mieux, aussi bien pour les nouvelles autorités que pour ces anciens camarades d'hier du PDG. Parce que la route est libre et dégagée. On a beau détester M. Ali Bongo, on a beau l'aimer, mais je pense que là, ce monsieur a posé un acte d'une grande portée historique. Je vous remercie. Je vais donc, si vous n'avez plus de questions, j'imagine que nous avons dit l'essentiel. Je vais clôturer cette conférence de presse. Mais il y a Paris qui devait poser des questions. Les avocats de Paris essaient de relancer. Ah, parce que, vous savez, le problème c'était la clim et l'électricité. Mais l'électricité est arrivée. Mais eux n'ont pas de questions. C'est pas à eux de poser les questions, Okay, ce sont les journalistes qui mais posent non, les questions. c'est pour dire aux journalistes que vous êtes suivis, pas seulement au Gabon, mais aussi ailleurs. Paris vous suit. Pardon, maître de la Cota ici depuis Paris. Quelle est votre question, monsieur? Non, c'est notre confrère qui pensait que... Ah, c'est un confrère, d'accord, pardon. Oui. D'accord. Qui pensait que les journalistes avaient des questions. Mais en réalité, ils n'en ont plus. Donc, nous allons clôturer cette conférence de presse en disant tout simplement, en rappelant que nous nous avons appelé ici aujourd'hui pour parler des conditions de détention de nos clients, Sylvia et Noureddine Bongo, qui sont détenus en violation de tous leurs droits humains, tous les droits qui sont reconnus à toutes les personnes détenues dans le monde et en particulier au Gabon. Nous devons prendre en compte la lettre du président Ali Bongo qui a voulu apaiser tout le pays. Et moi, mon mot de fin,
mes confrères et moi, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, leur demander de libérer Sylvia et Noureddine, les assigner à résidence à côté de M. Ali Bongo, pour que ça n'empêchera pas que le juge continue son instruction. Et ces deux personnes emprisonnées sont présumées innocentes. Et la présomption d'innocence est un principe général du droit qui est inhérent à toutes les personnes poursuivies. Donc, qu'on les libère, tout simplement. Et ça me fait penser à une de nos paroles dans l'hymne national, puisqu'aujourd'hui, nous les utilisons. Je voudrais dire que pourchassons à jamais l'injustice et la honte. Parce que garder la première dame en prison et son fils, c'est une honte absolue pour notre pays. Je vous remercie.